Joël, bonjour. Bonjour. Comment est née cette adaptation du Dernier Templier? Dargaud m'avait présenté le livre, ils m'ont proposé le livre et j'ai lu dans un week-end tout le livre parce que ça bougeait tellement, c'était tellement bien écrit. Et moi j'ai fini le livre avec cette sensation que c'était parfait pour une BD parce que c'était très visuel. Une histoire mouvementée, qui tenait la route, bien écrite. Et donc j'ai dit au gars de Dargaud que j'aimerais faire un essai. J'ai fait 2 planches d'essai et Raymond Coury, l'auteur du livre, l'a aimé. C'est parti comme ça. C'est la première fois que vous vous lancez dans l'écriture d'un scénario? Pour le tome 1. Parce qu'après, Raymond Coury, à part d'être auteur de livres, il est un grand fan de BD, un grand fan de BD. Il est libanais et au Liban, il avait une collection immense de BD. Et donc, il voulait à tout prix faire le scénario. Mais pour le tome 1, il ne pouvait pas parce qu'il était engagé avec ses livres. Et donc moi j'ai fait toute l'adaptation du tome 1 et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai découvert que je pouvais faire le scénario et du coup ça m'a donné des idées. Dans l'écriture du scénario, quelles ont été vos difficultés mais surtout aussi peut-être vos plaisirs? Adapter un livre ou adapter un film, c'est toujours compliqué parce que même si on a l'image qui est là, c'est quand même un autre langage qui est totalement différent. Donc il y a certaines choses qu'il faut bouger, il faut repenser vraiment l'histoire. Et moi je trouvais très excitant et c'était pas très compliqué pour être honnête avec vous parce que finalement le livre est très visuel et d'ailleurs Raymond Coury m'a dit qu'avant d'être un livre il avait écrit cette histoire comme un scénario pour le cinéma. D'accord. Donc l'histoire était là, les séquences étaient là, c'était pas très compliqué. Donc au niveau de l'adaptation sur le tome 1, est-ce qu'il a eu un regard critique ou est-ce qu'il vous a laissé complètement libre de cette adaptation? Non, évidemment, il a tout regardé pour donner son OK, mais on n'a pas eu de problème. Déjà, je n'ai jamais eu aucun problème avec Raymond Coury. Notre collaboration s'est très bien passée. C'est quelqu'un de très aimable, très ouvert, très sympa, très simple. Donc tout s'est très bien passé. Et donc sur les 3 tomes suivants, c'est une écriture à 4 mains? Non. Là, il a fait le scénario de 3 et moi je dis OK, si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors le découpage du roman, comment est-ce que vous avez travaillé dessus pour arriver à finaliser en 4 albums? Oui, il y a eu un peu de discussion là-dessus parce que moi je voulais faire un 3 tomes, un 2 tomes, 3 tomes, mais lui il voulait absolument raconter bien l'histoire qui était le livre, c'était très important pour lui. Et bon, c'est comme ça. Après j'ai laissé Raymond faire son travail d'écriture et il a fait très bien, je pense. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec le scénario pour la télé et pour le cinéma. Donc, mais c'est ça, quand même, la BD c'est particulier, c'est autre chose. Mais je pense qu'il s'est bien tiré. Oui, avec 4 tomes parfaitement équilibrés. Oui, voilà. Ouais. Dans chaque album alterne une partie contemporaine avec donc Tess, qui est l'archéologue, et Sean qui est l'agent du FBI, donc pour la partie moderne, et la partie Moyen-Âge avec Martin, le jeune templier. Comment avez-vous géré graphiquement et techniquement ces 2 parties? Moi j'ai travaillé de façon différente justement pour donner vraiment une coupure entre la partie historique et la partie contemporaine. Et donc pour la partie historique, j'ai travaillé avec le pinceau en laissant parfois le crayon apparaître au-dessus. Et pour la partie contemporaine, j'ai été beaucoup plus technique. J'ai travaillé au rotring, à la plume, mais beaucoup de rotring, beaucoup de photos. Donc je pense que j'ai laissé bien clair qu'il y a une séparation. Est-ce que les personnages vous sont venus facilement?
Ou est-ce qu'il a fallu plutôt travailler, parce que dans le roman on les voit, les personnages, oui. Moi je les visionne. C'est comme ça que je les ai vus en tout cas. Je sais que Raymond, on a beaucoup discuté sur le héros, sur Riley, le personnage principal, parce qu'il ne le voyait pas très bien comme ça. Et moi, c'était sa tête que je voyais, c'était absolument ça. À la fin, il a dit non, tu fais comme tu le sens. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il est facile de gérer justement cette alternance de périodes historiques sans perdre le rythme de l'action? Comment est-ce qu'on arrive à doser? Là, c'est le talent de Raymond, justement, de faire ça en sorte que le rythme continue. C'est son talent, et c'est sa marque de fabrique, c'est ça. Tous ses livres se passent de cette façon. Il y a une partie contemporaine, une partie historique, et il le fait très bien. Je pense que c'est la personne qui arrive à le faire le mieux dans la littérature grand public, et je pense qu'il a bien réussi dans la BD aussi. Depuis quelques années, c'est vrai que le thriller ésotérique est à la mode. Ouais. Publications qui se multiplient avec plus ou moins de bonheur, avec une base plus ou moins inspirée. Oui. Et quelles sont d'après vous les qualités indispensables à un bon récit ésotérique? Alors, est-ce qu'on peut faire la part du thriller et de l'ésotérique? Je crains que je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Parce que je ne suis pas un grand lecteur de romans ésotériques. Donc, je ne sais pas. Moi, je l'ai travaillé comme un thriller. Je pense que c'est comme ça. C'est ce qui est important, c'est d'abord un bon thriller, quel que soit en fait le sujet après. Ouais. Si le thriller est bon, ça. J'ai lu le livre et j'ai dessiné la BD comme si c'était un thriller, comme si c'était un film un thriller américain. Voilà. Les terribles secrets du Vatican, pour vous, c'est un mythe ou une réalité? Non, c'est évidemment que c'est de la pure fiction. Non, je suis très croyant déjà. C'était un conflit pour faire le livre. Parce qu'il y avait justement mais à mon avis c'est de la fiction, mais c'est marrant. Moi je pense que toutes les théories du complot, elles sont captivantes, elles instiguent, elles attirent notre intérêt. Et moi je suis un grand fan de toutes les théories du complot. Je ne crois pas à aucune d'elles, mais j'adore la possibilité que la réalité ne soit pas simplement ce qu'on voit. Ah, il y a quelque chose de caché derrière, et ça je trouve fantastique. Moi j'écoute plein de documentaires sur les théories du complot les plus absurdes, les plus farfelues, parce que j'aime, et je les prends comme un roman, si vous voulez. C'est ça. Et je ne crois pas du tout, mais c'est délicieux à déguster. Est-ce que vous allez travailler sur la suite Non. Du roman? Non. La malédiction des Templiers? Non. Il y a Bruno Rocco qui va reprendre le dessin, mais moi je m'arrête là parce que je voulais faire quelque chose, je voulais parler de certaines choses qui m'intéressent. Comme je vous ai dit, comme j'ai écrit le scénario du premier, moi je me dis j'aimerais bien écrire un scénario. Donc j'ai proposé un scénario à Dargaud qui était partant, mais ils m'ont dit, il y a Stéphane Desberg qui aimerait vous rencontrer, est-ce que vous êtes intéressé? Mais oui, pourquoi pas. Donc j'ai rencontré Stéphane, nous avons bien discuté, le courant est bien passé, et après maintes et maintes discussions, et conversations et rendez-vous, nous sommes arrivés à un point commun. Le thriller ésotérique au Moyen-Âge? Non, pas du tout, non, justement, c'est plus ésotérique du tout. On va partir sur un thriller pur, qui bouge énormément, très mouvementé, avec une histoire que je trouve qui est vraiment très chouette. Sur une histoire contemporaine? Contemporaine, totalement contemporaine. Et
J'ai déjà commencé à dessiner et je suis très content du résultat. J'espère que le public va être aussi content que moi. Voilà, c'est de la même qualité que le dernier Templier, je pense qu'il y a pas de souci à Merci. se faire. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis C'est un bonne fin de plaisir. festival. Pareillement. Merci beaucoup. Au revoir.